Les cardiopathies congénitales sont des défauts dans le développement embryologique du cœur ou de ses principaux vaisseaux sanguins. Lorsque le défaut provoque le déplacement du sang du côté droit vers le côté gauche, on parle de shunt de droite à gauche. En effet, le sang désoxygéné du côté droit va du côté gauche, puis pénètre dans la circulation systémique. Une grande quantité de sang désoxygéné dans la circulation systémique donne l'apparence physique de la cyanose, qui est une décoloration bleuâtre de la peau. Par conséquent, les défauts de droite à gauche sont appelés maladies cardiaques cyanotiques. Inversement, les shunts de gauche à droite sont appelés malformations cardiaques acyanotiques, car il n'y a pas de cyanose. En général, les personnes atteintes de cardiopathie congénitale acyanotique peuvent être asymptomatiques ou présenter des signes d'insuffisance cardiaque, tels qu'une intolérance à l'exercice, un essoufflement et, dans le cas des nourrissons et des jeunes enfants, mauvaise alimentation et incapacité à prospérer. D'accord, parmi les cardiopathies congénitales acyanotiques, l'anomalie septale ventriculaire, ou VSD, est la plus courante. Le septum ventriculaire sépare normalement les ventricules gauche et droit, et est composé d'un composant membraneux, qui est le tiers supérieur, et d'un composant musculaire, qui est les deux tiers inférieurs. Le défaut se produit le plus souvent dans la partie membraneuse du septum. Les anomalies septales ventriculaires sont généralement petites et finissent souvent par se refermer d'elles-mêmes. Les individus sont asymptomatiques à la naissance, et si les symptômes se développent, ils surviennent généralement quelques semaines plus tard ou même plus tard dans la vie. C'est un indice utile sur les examens. Sur auscultation, un murmure systolique peut être entendu le long de la bordure sternale gauche. Gardez à l'esprit cependant que plus le défaut est petit, plus le murmure est audible. C'est parce que lorsque le sang se précipite à travers une ouverture plus étroite, il produit plus de turbulence et donc plus de bruit. De plus, comme le défaut permet au sang oxygéné de se déplacer du côté gauche vers le côté droit du cœur, la saturation en oxygène sera plus élevée que la normale dans le ventricule droit et l'artère pulmonaire. D'accord, maintenant, remontons le cœur et examinons les anomalies septales auriculaires, ou TSA. Rappelez-vous qu'un défaut septal auriculaire est différent d'un foramen ovale breveté. Normalement, lorsque le cœur se développe pour la première fois, une bande de tissu appelée septum primum entre les oreillettes gauche et droite se développe vers le bas, créant lentement deux chambres séparées en fermant un espace ou une ouverture connue sous le nom d'ostium primum. Le septum primum fusionne alors avec le coussin endocardique et comble complètement l'écart. Pendant ce temps, un trou apparaît dans la zone supérieure, appelé ostium secundum. Maintenant, nous avons aussi le septum secundum qui pousse vers le bas, juste à droite du septum primum, et recouvre l'ostium secundum, laissant une petite ouverture appelée foramen ovale, qui permet au sang de passer de l'oreillette droite à l'oreillette gauche. À la naissance, le septum secundum et le septum primum claquent, puis fusionnent et ferment le foramen ovale. Cependant, pour vos examens, il est important de savoir que le foramen ovale reste patent chez environ 25% des adultes normaux. Un fait à haut rendement est que le défaut septal auriculaire le plus courant est un problème avec la formation du septum secundum, et il est spécifiquement appelé un défaut ostium secundum. Les anomalies septales auriculaires de l'ostium secundum sont généralement isolées, tandis que les anomalies moins courantes de l'ostium primum se produisent généralement en association avec d'autres anomalies cardiaques congénitales. Une association à haut rendement de défaut de l'ostium primum est avec le syndrome de Down, ou trisomie 21. Semblable aux anomalies septales ventriculaires, les individus sont généralement asymptomatiques. Lors de l'auscultation, la caractéristique la plus caractéristique d'un défaut septal auriculaire est la division fixe S2. Normalement, pendant l'inspiration, le son du cœur S2 se divise en deux sons distincts. C'est parce que pendant l'inspiration, il y a une pression négative dans la poitrine pour apporter de l'air. Cette pression négative ramène également un peu plus de sang veineux à l'oreillette droite et au ventricule droit, il faut donc un peu plus de temps pour que le ventricule droit presse ce sang supplémentaire dans l'artère pulmonaire, et il faut un peu plus de temps pour que la valve pulmonaire se ferme. Cela peut être entendu comme une scission physiologique de la S2 pendant l'inspiration où la valve pulmonaire se ferme un peu plus tard que la valve aortique. Maintenant, avec un défaut septal auriculaire, il y a du sang supplémentaire qui est dévié de l'oreillette gauche vers l'oreillette droite et le ventricule droit, qui passe par la valve pulmonaire et provoque un retard dans la fermeture de la valve pulmonaire par rapport à la fermeture de la valve aortique, produisant une scission S2. Mais comme les oreillettes communiquent via le défaut, l'inspiration ne produit aucune différence de pression nette entre elles, et n'a aucun effet sur la division de S2.
Ainsi, S2 est fixe, ce qui signifie qu'il est divisé au même degré pendant l'inspiration et l'expiration. Maintenant, comme pour les défauts septo-ventriculaires, la saturation en oxygène sera augmentée dans le ventricule droit et l'artère pulmonaire. La saturation sera également augmentée dans l'oreillette droite et c'est ce qui distingue les défauts auriculaires des défauts septo-ventriculaires. Une complication importante d'un foramen ovale breveté et d'un défaut septal auriculaire est le développement d'emboles paradoxales de la circulation veineuse. Supposons que quelqu'un développe une thrombose veineuse profonde dans ses jambes, à partir de laquelle une embolie se détache et se déplace jusqu'au cœur droit, mais au lieu de passer de l'oreillette droite au ventricule droit et au poumon, elle passe par ce défaut septal auriculaire à l'oreillette gauche, puis au ventricule gauche et à la circulation systémique. Cela peut conduire au développement d'un accident vasculaire cérébral une fois que l'embole remonte les artères carotides et se loge quelque part, et cela est spécifiquement appelé un accident vasculaire cérébral cryptogénique. D'accord, maintenant nous allons encore plus haut dans le cœur pour regarder le canal artériel patent, ou PDA. Maintenant in utero, le canal artériel est la communication normale entre l'artère pulmonaire et l'aorte. La structure sert à canaliser le sang vers la circulation systémique du bébé de l'artère pulmonaire à l'aorte, donc de droite à gauche. C'est important parce que les poumons du fœtus ne fonctionnent pas encore et que le sang n'y va pas vraiment. Tout cela est normal et il est maintenu par des niveaux élevés du vasodilatateur, la prostaglandine 2, qui est produite par le placenta et le canal artériel. À la naissance, un tas de choses changent. Tout d'abord, les niveaux d'oxygène dans le sang augmentent considérablement et les poumons deviennent la principale source de sang oxygéné. Peu de temps après la naissance, le foramen ovale se ferme et les niveaux de prostaglandine 2 chutent, provoquant la fermeture du canal artériel et devenant éventuellement l'artériel ligamentum. S'il ne parvient pas à se fermer, il s'appelle un PDA. Cela peut se produire si, pour une raison quelconque, la tension d'oxygène est faible. Par exemple, si un bébé naît prématurément, ses poumons ne sont pas encore complètement développés, et donc ils ne peuvent pas maintenir des niveaux normaux d'oxygène dans le sang et le canal ne se ferme pas. Une autre association à haut rendement est l'infection congénitale par la rubéole. D'accord, maintenant dans un PDA, le sang se déplace de l'aorte à l'artère pulmonaire, donc de gauche à droite. Cela se produit parce que la résistance vasculaire pulmonaire diminue après la naissance, changeant la direction de ce shunt. Ainsi, tout ce sang oxygéné retourne dans les poumons plutôt que dans la circulation systémique. Maintenant, pour votre test, gardez à l'esprit que dans 90% des cas, les PDA se produisent comme des défauts isolés, mais dans les 10% restants, ils sont associés à d'autres malformations cardiaques congénitales. En fait, dans certaines malformations cardiaques congénitales cyanotiques, où l'écoulement ventriculaire droit est obstrué comme dans la tétralogie de Fallot, où l'aorte et l'artère pulmonaire changent d'emplacement, comme dans la transposition de grands vaisseaux, la PDA est nécessaire à la survie. C'est parce qu'il forme une connexion entre l'aorte et l'artère pulmonaire qui permet le mélange de sang oxygéné et désoxygéné pendant le développement du fœtus. Maintenant, c'est là que la connaissance de l'anatomie entre en jeu. Le canal artériel prend naissance dans l'arc de l'aorte, en dessous de l'endroit où l'artère sous-clavière se ramifie, et rappelez-vous que l'artère sous-clavière alimente les membres supérieurs. Ainsi, au fil du temps, si un PDA n'est pas corrigé, les bébés finissent par présenter des membres supérieurs normaux et roses, mais des membres inférieurs pâles ou même cyanotiques, ce qu'on appelle une cyanose différentielle. D'accord, en le comparant maintenant aux défauts septaux, la saturation en oxygène ne sera augmentée que dans l'artère pulmonaire et sera normale dans le ventricule droit et l'oreillette. Lors de l'auscultation, un PDA produit un murmure continu, semblable à une machine, qu'il vaut mieux entendre sur la clavicule gauche. Les PDA consistent généralement en un traitement à l'indométacine, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien qui bloque la synthèse de la prostaglandine E. Si cela échoue, une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour le fermer. D'accord, maintenant, si un shunt de gauche à droite n'est pas corrigé, une complication à long terme appelée syndrome des aines mangères peut survenir. Au fil du temps, la dérivation constante du sang vers le cœur droit augmente le flux sanguin pulmonaire. Parce que les vaisseaux pulmonaires reçoivent maintenant plus de sang qu'ils n'en ont l'habitude, ils remodèlent leur structure anatomique, connue sous le nom de remodelage vasculaire. Bien que cela semble normal, le remodelage vasculaire provoque une augmentation de la pression artérielle dans les vaisseaux pulmonaires, en d'autres termes, l'hypertension pulmonaire.
Maintenant, le cœur droit doit pomper contre des pressions beaucoup plus élevées qu'il n'en a l'habitude, de sorte qu'il subit également un remodelage sous la forme d'une hypertrophie ventriculaire droite, ce qui fait monter la pression dans le cœur droit jusqu'à ce qu'il atteigne un point où il est plus élevé que le cœur gauche, ce qui change la direction du shunt. Maintenant qu'il s'agit d'un shunt de droite à gauche, les individus commencent à développer une cyanose et une hypoxie. En réponse à la diminution de la saturation en oxygène, ou hypoxie, les cellules interstitielles du rein produisent plus d'érythropoïétine, qui signale à la moelle osseuse de produire plus de globules rouges pour compenser l'hypoxie. Il en résulte une polycythémie ou une élévation de l'hématocrite. Un autre signe d'hypoxie chronique est le clapping des doigts et des orteils. Donc, encore une fois, bien que ces maladies soient appelées maladies acyanotiques, sans traitement approprié, les individus finiront par développer une cyanose due au syndrome d'Eisenmenger. D'accord, maintenant la dernière maladie cardiaque congénitale acyanotique est la coarctation de l'aorte. Contrairement aux troubles dont nous avons parlé, il n'y a pas de shunt ici. La coarctation de l'aorte est un rétrécissement de l'aorte et est classée en deux types, précanalaire également appelé type infantile, et postcanalaire, également appelé type adulte. Ceci est basé sur l'emplacement du rétrécissement aortique par rapport au canal artériel. Dans la forme infantile, la coarctation se développe tôt dans la vie et le canal artériel est encore ouvert. Nous avons donc un PDA. Maintenant, dans un PDA, nous avons mentionné que le sang est dévié du côté gauche de pression plus élevée, ou de l'aorte, vers le côté droit de pression inférieure, ou l'artère pulmonaire. Mais lorsqu'il y a une coarctation avant le canal artériel, la pression est maintenant plus faible dans l'aorte par rapport à l'artère pulmonaire. Ainsi, le sang désoxygéné se déplace maintenant de l'artère pulmonaire à l'aorte, et parce que cela se produit après les branches de l'arche aortique, le nourrisson développe une cyanose différentielle, ou cyanose dans les membres inférieurs. D'autre part, le type de coarctation adulte se produit après ce qui est maintenant l'artère ligamentum, de sorte qu'il ne développe pas de cyanose différentielle. C'est la principale différence entre les deux types. D'accord, dans les deux types, parce que le rétrécissement se produit après les branches de l'arc aortique, le sang a du mal à passer. Ainsi, la pression artérielle est proximale plus élevée au rétrécissement, mais est plus faible distale au rétrécissement. Cela se traduit par une pression artérielle élevée dans les membres supérieurs, mais une pression artérielle basse dans les membres inférieurs. Mais le fait est que nous ne vérifions généralement pas la pression artérielle des membres inférieurs de manière routinière. Ainsi, les examens peuvent apporter la coarctation comme un cas d'hypertension qui n'a pas été résolu avec des médicaments. Maintenant, si vous mettez un doigt sur l'artère brachiale et un autre sur l'artère fémorale, vous devriez normalement sentir les impulsions à peu près au même moment, et elles devraient être de force égale. Mais en coarctation, le pouls fémoral est assez retardé et il est relativement plus faible que le pouls brachial, et cette caractéristique est appelée retard brachio-fémoral. En outre, le rétrécissement augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui augmente la pression dans la circulation cérébrale, ce qui expose les individus à un risque d'hémorragie cérébrale. Le rétrécissement entraîne également une augmentation de la post-charge, qui est la pression contre laquelle le ventricule gauche doit pomper. Donc, une complication logique de ceci est l'hypertrophie ventriculaire gauche et potentiellement l'insuffisance cardiaque. D'autres complications plus rares comprennent la rupture aortique et l'endocardite de la valve aortique. Un autre indice important est l'entaille des côtes. Voire normalement les artères intercostales alimentent les côtes. Les artères intercostales antérieures proviennent de l'artère thoracique interne, une branche de la sous-clavière droite, et les intercostaux postérieurs proviennent de l'aorte descendante. Cette anatomie fournit en fait une circulation collatérale pour contourner le rétrécissement, ce qui est bien. Mais le problème est que ces artères intercostales sont maintenant soumises à une pression si élevée qu'elles finissent par se dilater. Ces artères dilatées frottent contre les côtes et, au fil du temps, les côtes peuvent développer des encoches qui peuvent être vues sur une radiographie pulmonaire. Pour votre test, il existe des troubles à haut rendement associés à la coarctation de l'aorte tels que le syndrome de Turner et la valve aortique bicuspide.